Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Oh oui, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trek Analyse. Analysons la série animée de Star Trek. Salut Ouais. Thierry, te fous pas de ma gueule, ça va? Non, c'est bon, pas cette fois. Et salut Oui, Marguerite, ça va. pardon, excuse-moi. Salut Marguerite, Salut. ça va? Très bien. Nous sommes ce soir accompagnés d'un invité, un nouveau Godzilla. Non, pas du tout. Ça fait quelques fois qu'il est là, mais en fait, il était caché, on le voyait pas dans l'angle de la caméra. Et je remercie Julien qui m'accompagne dans Plongée dans le noir, hein, que vous avez sûrement écouté si vous écoutez les productions de Pour une poignée de review. Hop, il m'a offert ce magnifique Godzilla que j'arbore, alors que je déteste Funko Pop. Celui-là, j'ai un petit faible, je l'avoue. On se retrouve ce soir pour parler de l'épisode 12 de la série animée qui s'appelle Le piège du temps en français et qui s'appelle en version originale, Marguerite. Time Strap. Ah, bien joué. Ok. Time Trap. Attends, je vérifie. Ouais, non, il n'y a pas le S, très étrangement. Et il ne s'appelle pas Jihad, comme pourrait nous le laisser croire Netflix, si vous nous écoutez, vous êtes des tocards. Et ouais, bande d'abrutis, vous ne savez pas nommer vos épisodes. Il y a plusieurs épisodes de la série animée qui sont mal nommés. J'ai envoyé plusieurs messages pour me plaindre, d'accord ? Passez-moi votre manager. Time Trap, hein, donc le piège du temps. Mais avant cela, il y a 2 semaines, pardon, avec Thierry, donc Marguerite et Sean n'étaient pas là. Sean, d'ailleurs, tu n'es pas là ce soir, c'est pas grave, on t'embrasse, on t'aime. Bon courage au travail. Mort au capitalisme. Et donc, je parle beaucoup, je me perds. Du coup, la semaine dernière, je n'étais pas dans mon élément naturel classique, et donc je n'ai pas pu montrer sur YouTube le visuel de l'épisode The Terratine Incident, qui est, ma foi, fort beau, qui rappelle un petit peu cette série Je ne suis pas un numéro. J'ai perdu le nom. Comment ? Le prisonnier. Oui, voilà, c'est ça. Je l'ai même pas vu, mais à force de l'entendre cette phrase, moi non plus, j'ai jamais vu le prisonnier. Mais voilà, on voyait Kirk donc au milieu d'une cible. Ça n'avait aucun rapport avec l'épisode, mais c'était pas mal. Alors, en voyant l'image, moi aussi j'ai pensé à une cible, et après je me suis demandé si c'était pas censé être le viseur d'un microscope. Ou ça, c'est technique. Je sais pas, peut-être. Tu veux tenir un mot ou deux sur The Terratine Incident ? Alors, j'ai lu tes notes que tu nous as transférées, mais peut-être que tu as quelque chose de plus à rajouter, Marguerite. Excellent épisode, génial, top franchise. J'irai pas jusque-là, non ? Ça tombe bien. Par contre, ce soir, nous allons parler d'un épisode qui, ma foi, est beaucoup plus intéressant et qui a une image sur mes petites cartes postales. Je la trouve magnifique. The Time Trap. Written by Joyce Perry. Quelque chose à dire sur Joyce Perry, tous les deux ? Eh ben non, parce que j'ai oublié de faire mes devoirs. Ah ben super, bravo. Donc on voit tous les éléments importants de cet épisode, donc le vaisseau Enterprise, le vaisseau Klingon, le Vulcain et le Gorn à gros gros. Non, le Gorn n'a factuellement aucune importance dans cet épisode, mais il fallait qu'il soit sur l'image. C'est pour vendre. Bon, petit mot vite fait grâce à une requête rapide sur Memory Alpha, c'est le seul épisode de Star Trek qu'elle a scénarisé. Ok. Voilà. C'est tout. The Time Trap a une note moyenne de 7,25 sur Ultime Frontier, une note de 6 sur la communauté francophone de Star Trek, ce qui lui donne une moyenne de 6,625, ce qui est bien, mais pas top. Ouais, en quelques mots, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était un épisode assez cool. Un petit filler, c'est pas. Ah, Marguerite, t'es pas d'accord? Ah, d'accord. On en parlera en détail dans l'épisode. Ok.
Bon, ça marche. Il a été diffusé pour la première fois le 24 novembre 1973 et se déroule à la date stellaire du 5-2-6-7.2. Et au scénario, je l'ai déjà dit, Joyce Perry et toujours Al Sutherland à la réalisation. Il s'agit de l'épisode 12 de la saison 1. Et comme une fois n'est pas coutume et comme à peu près 10 fois n'est pas coutume, c'est un épisode qui démarre directement par son générique. Thierry, on t'écoute. Allez. Alors que je me trompe pas dans mes notes. Voilà. Journal du capitaine. Date stellaire 5264.2. Nous venons d'entrer dans le triangle du Delta, un vaste secteur inhabité de notre galaxie où un grand nombre de disparitions de vaisseaux a été enregistré depuis des temps anciens. L'Enterprise a pour mission d'étudier cette zone et, si possible, de déterminer la cause de ces disparitions. Ok, pardon. Nous retrouvons donc scène numéro 1, l'Enterprise au milieu d'un feu d'artifice et capture d'écran. Oui, désolé. Hop. Au milieu d'un feu d'artifice, puisque cette fameuse zone du Delta Triangle est représentée ainsi à l'écran. Feu d'artifice blanc, hein, pas au label rouge, non, ça y est pas. Le vaisseau est en alerte rouge et Spock annonce que les capteurs sont en état de chaos. Mais tout le monde semble serein et tranquille, ma foi. Alors que tout va moyennement bien, Kirk demande un zoom au hasard. Sulu s'exécute et « Oh, un vaisseau Klingon !» Et hop, on lève les boucliers et on les appelle. Mais ni une ni deux, les Klingons font feu. L'Enterprise répond et « Oh, le vaisseau Klingon disparaît en un seul coup. » Désolé, je parle très vite et du coup Thierry a du mal à suivre avec les captures d'écran. Kirk décide évidemment d'enquêter, mais 2 autres vaisseaux Klingons sont également présents. Les Klingons appellent. Kirk donne l'ordre à Sulu de se tenir prêt à foncer à l'endroit exact où le premier vaisseau a disparu et à Uhura d'enregistrer la conversation et de la transmettre à Starfleet. L'écran apparaît et c'est Kolot, le capitaine Klingon de l'épisode des Tribules. Ah non. Oui, t'allais dire un truc, Thierry. Oui, bah c'est pas lui, mais ils ont carrément repris son dessin, quoi. Ils se sont pas fait chier là-dessus. Là. Et ce n'est pas non plus la même voix parce que cette fois, on reconnaît bien James Doohan se pincer le nez. Et c'est probablement son frère qui s'appelle Curie. Curie met un gros coup de pression, accusant Kirk d'avoir détruit le premier vaisseau Klingon et le somme de se rendre. Kirk répond « Y a pas moyen, Jaja. L'Enterprise l'est innocent. » Bref, Kirk court à la conversation et ordonne à Sulu d'activer la manœuvre. Sous les feux, non pas les feux Klingons, l'Enterprise ne répond plus très bien, si bien qu'il disparaît lui-même à son tour. Tout le monde a la tête qui tourne et Sulu s'évanouit même. Grosse scène d'introduction. Ouais, c'est là qu'il y a la coupure pub, hein, c'est ça ? Probablement. Je ne l'ai pas noté, tiens. Alors, il y a un truc que tu n'as pas dit. Ouais. Il y a un truc que tu n'as pas dit que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait que l'Enterprise aille volontairement là où l'autre vaisseau a disparu. C'est ce que j'ai dit. Ah, mince, j'ai pas écouté. Ah bah super. Je l'ai pas dit comme ça. Ah d'accord. Bon, d'accord. Non, mais c'est même dans le journal du capitaine, mais c'est vrai que effectivement, ça a relevé quand même que bon, il y a un vaisseau qui a disparu. On va foncer pile à l'endroit où il a disparu, quoi, parce que pourquoi pas, parce qu'on est un peu le Starfleet du 23e siècle et qu'on aime bien foncer dans les trucs bizarres. Enfin, d'habitude, c'est plutôt par hasard qu'ils tombent dans ce genre de piège, et là, non, c'est vraiment, on y va, allez hop. Après, This is the trap, let's go in. C'est un moyen d'échapper aux Klingons, parce qu'ils sont nombreux là, enfin ils sont en surnombre par rapport à l'Enterprise, donc elle ferait pas le poids. Mais c'est vrai que c'est quitter un piège pour tomber dans un arbre. Ils savent vraiment pas ce qui va se passer. Si ça se trouve, le premier vaisseau Klingon, il a été désintégré par une anomalie spatiale et tout le monde est mort. Tu vois. C'est pas grave. Mais Kirk, il est malin, tu vois. Je me recite quand même, juste pour vous dire. J'ai marqué « Kirk donne l'ordre à Sulu de se tenir prêt à foncer à l'endroit exact où le premier vaisseau a disparu ».
Bon, quand même. Non, on continue. Défends-toi, Rémi, t'as raison. Non, mais ouais, c'était assez intense comme ouverture et longue scène. Sur le contexte, du coup, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'ils sont dans un triangle des Bermudes de l'espace? Ah oui, et qui s'appelle le triangle delta, quoi. J'ai beaucoup réfléchi. Ils se sont pas fait chier pour le nom, je trouve. S'ils avaient réfléchi 3 secondes de plus, ils l'auraient appelé le triangle gamma, tu vois. Gamma, ça fait un peu plus SF que delta, déjà. Ou la pyramide, parce qu'on est en 3 dimensions. La pyramide gamma, rien à voir avec le triangle des Bermudes. Tu sais quoi, pourquoi en fait faire cette référence en fait? Pour moi, elle n'était pas nécessaire. Ils vont dans une zone de l'espace bizarre où il y a des vaisseaux qui disparaissent pour enquêter. T'as pas forcément besoin de vouloir faire un lien avec des théories du complot ou des légendes sur des zones maritimes terrestres, quoi. C'est peut-être pour que les gens tiltent immédiatement. Le public tilte immédiatement. Moi, je sais que quand j'étais enfant, j'adorais ce concept parce que ça apparaissait souvent dans les dessins animés et dans les histoires. On nous parlait très souvent du triangle des Bermudes et des bateaux et des avions qui disparaissaient là-bas. Et ça me fascinait un peu. Et du coup, quand tu entendais le mot triangle des Bermudes ou quelque chose, ça ressurgissait, c'est évocateur. Oui, c'est sûr, c'est une référence culturelle qu'ils ont placée, comme tu dis, pour simplifier le contexte. Voilà, on saisit tout de suite ce qui se passe en fait et ce qui va se passer. Tout à fait. Scène numéro 2. Le vaisseau réapparaît et tout autour de lui, de nombreux autres vaisseaux sont là. Kirk fait une référence à la mer de Sargasse. Alors je suis allé googler, c'est assez impressionnant. Cherchez-le vous aussi. Évidemment, Kirk comprend immédiatement qu'il s'agit là des vaisseaux disparus. Il décrit d'ailleurs que plusieurs d'entre eux avaient signalé une perte de communication et une désorientation avant de disparaître. Alors comment ont-ils réussi à passer ce message avant ? On n'a plus de communication, envoyé. Eh ben, bref. D'après Spock, la fenêtre entre les deux univers s'ouvre et se ferme de manière irrégulière. Coup de bol pour l'Enterprise, ils ont eu le temps de passer à temps. Eh ouais. Toujours d'après Spock, certains vaisseaux sont là depuis plusieurs siècles. Scotty et Sulu signalent ne pas arriver à trouver le vaisseau Klingon. Par contre, ils ont trouvé le Bonaventure, en français dans le texte, le premier vaisseau à distorsion qui a disparu lors de son 3e voyage. On notera d'ailleurs qu'il a 2 nacelles et une immatriculation de Starfleet. J'aurai des questions à poser, mais je finis juste. Il y a de la vie également dans la plupart des vaisseaux, nous signale Spock. Alors, est-ce que je peux te dire des trucs avant que tu poses ta question ou pas? Ah ouais. Par rapport aux communications, je pense que le terme loss en anglais et pas lost, qui est au passé, là c'est loss, c'est des pertes de communication, ça veut dire qu'ils les ont pas encore perdus, mais qu'ils sentent qu'ils sont en train de les perdre, quoi. Et donc du coup, ils ont le temps d'envoyer un message un peu pas net, un peu flou, qui va peut-être mettre plus longtemps à arriver, mais elles sont pas complètement perdues, quoi. Donc, on est en train de perdre. C'est le temps de transmettre, ouais. Voilà. C'est tout. D'accord. Non, mais j'ai d'autres trucs à dire, mais je vais te laisser poser ta question. Non, mais le Bonaventure, est-ce que quelqu'un a fait des recherches là-dessus? Est-ce que c'est vraiment le premier d'après le canon Star Trek ou Ah bah, il n'y a pas besoin de recherche, il suffit d'avoir vu First Contact pour savoir que le premier vaisseau avec un moteur à distorsion, c'était le Phoenix, quoi. Oui, mais est-ce que le Phoenix compte réellement? J'ai bien repassé la phrase parce que dans mon souvenir, quand j'ai pris mes notes, après avoir vu l'épisode, dans mon souvenir, il disait le premier vaisseau de la flotte à avoir eu un moteur de distorsion. Et là, ça aurait pu marcher parce que du coup, ça aurait été parce que le NX-01 d'Archer, c'est pas le premier vaisseau de Starfleet. Non. C'est pas le premier vaisseau Starfleet à avoir un moteur à distorsion. C'est le premier à en avoir un qui a la capacité de distorsion 5. On n'a rien vu, Rémi. Donc ça aurait pu marcher, un truc quelque part entre le Phoenix et le NX-01, avec un style étonnamment proche des vaisseaux d'un siècle plus tard. Mais pourquoi pas?
Mais non, il dit bien premier vaisseau tout court, équipé d'un moteur à distorsion. Et donc là, pour le coup... C'est une erreur. Alors en français, ils disent pas tout à fait ça. Bon, je l'ai pas noté là, j'ai pas noté exactement. Mais dans l'idée, c'était plus qu'il avait une spécificité, alors je me rappelle plus. En fait, c'est pas forcément le premier à distorsion, mais le premier qui a, je sais plus, un système technologique particulier. Oh. Et voilà. Enfin, j'ai pas assez fait attention, j'ai pas noté la phrase. C'est pas grave. Mais... J'essaierai de la retrouver pour le montage. Et dans le coup, c'est pas tout à fait la distorsion, c'est un truc. Ok. Peut-être qu'ils disent le premier à distorsion qui a, je sais plus quelle caractéristique. Ok. Moi, j'ai noté ce que dit Scotty en anglais. Donc, il dit « She was the first ship to have warp drive installed ». Voilà. Donc, après, comme toujours, on en avait discuté. La série animée n'avait pas été canon pendant très longtemps. Donc, du coup, clairement, ça fait partie des trucs qui sont passés à la trappe. Même s'il y a des trucs, même si étonnamment, le Bonaventure, je ne l'ai pas noté, mais j'ai lu ça sur Memory Alpha, a été évoqué dans un épisode de Deep Space Nine. Oh. Donc l'existence du Bonaventure, ils n'ont pas décrit si c'était le premier vaisseau ou quoi, mais voilà. Ok. Après, à nouveau, peut-être qu'avec ces histoires d'échelle de distorsion, peut-être qu'il y avait une troisième échelle de distorsion. Quelque part entre Enterprise et TOS, TAS. Et du coup, peut-être que c'est quand il dit Warp Drive, il parle de la nouvelle. J'essaye de raccorder les wagons, hein, mais. Ou alors c'est l'autre truc qu'on pourrait utiliser pour bidouiller le premier de Neo Starfleet. Pardon. Ça serait de dire que le Phoenix, c'est pas un vaisseau, c'est une fusée. Ah, mais moi, je pense pas que ce soit un vaisseau, le Phoenix. Déjà, là, où est-ce qu'il prend des douches et où est-ce qu'il mange? Là, ça marche, c'est un vaisseau qui a été conçu et lancé quelque part entre le Phoenix et le NX-01. Et il est supra-fat, par contre. Hein. Alors, bon, on peut se dire qu'ils ont méga zoomé avec l'écran, mais quand même, je le trouve très très gros. Et moi, tu vois, c'est un truc que j'aurais tendance à... Enfin, il est immense, quoi. Mais bon, on n'a pas de point de comparaison. La taille, c'est ça, hein, difficile de savoir. Il est épais, on va dire. C'est numéro 3. Attends. Pardon. Attends. Vous avez plein de trucs à dire. Plein de trucs à dire. Allez-y. Abreuvez-moi. J'ai un détail à dire. Il y a un truc qui m'a fait rigoler dans cette scène, c'est qu'à un moment, Kirk dit à Sulu de vérifier, parce que Sulu dit je ne vois pas les Klingons, où est-ce qu'ils sont, machin. Et Kirk lui dit vérifie à 360 degrés. Donc Sulu dit oui, les capteurs à 360 degrés. Et comme Thierry le rappelait tout à l'heure, on est en 3D, hein, c'est pas de la 2D, donc c'est un peu bizarre de regarder à 360 degrés, ça veut dire qu'il n'y a ni en dessous ni au-dessus, en fait. Ça fait combien de degrés dans tous les sens? Je sais pas. Ça sert que pour les arcs de cercle, alors c'est compliqué. Là. Enfin, okay. J'ai trouvé la remarque. Je pense que c'est une licence artistique de la version française, pour le coup. Il n'y a pas la notion de 360 degrés en VO. Sinon, vous trouvez pas qu'ils sont quand même vachement détaillés, tous les vaisseaux qu'il y a dans le... C'est trop cool. Vraiment, je me déteste d'avance de dire ça, mais je vais essayer d'intégrer dans le montage le visuel de la découverte de tous les vaisseaux. Parce que c'est assez chouette. Et je me déteste tellement. Et j'ai une explication parce que c'est quand même, vous trouvez pas ça bizarre pour une série pas chère de s'amuser à dessiner des dizaines de vaisseaux bien détaillé pour juste un plan de quelques secondes. C'est de la récup, non? C'est tout à fait de la récup, et c'est pas n'importe quelle récup. Alors les gens qui se souviennent de notre première émission sur la série animée, il y a 9 ans, Beyond the Farthest Star, donc le premier épisode, on avait dit que le dessinateur Bob Klein, il avait fait des centaines de designs pour le vaisseau bizarre de l'épisode, et qui avaient tous été rejetés
parce que c'était pas assez bizarre, qu'il y avait une mauvaise communication, etc. Et ben ils ont repris les plus finalisés de ces designs-là et ils s'en sont servis pour faire le cimetière de vaisseau. C'est pour ça qu'il y en a un avec qui a un effet de long coup. Il y a un truc qui rappelle un peu le vaisseau de Beyond of the Farthest. Ah, c'est rigolo. Voilà. Ok. Quoi d'autre? Sur cette scène, c'est bon pour moi. D'accord. Vérifie tes notes à 360 degrés, Thierry, au cas où tu oublies. Scène numéro 3. Dans l'ombre en train de comploter sont les Klingons. Un indique que l'Enterprise n'a plus de défense. Le commandant exulte, il ordonne le feu. Mais alors que le tir a bien eu lieu, l'Enterprise n'est pas touchée. Le vaisseau de Kirk répond, mais rien ne se passait. Oh mon Dieu! Kirk est téléporté. Est-ce que tu peux juste nous remontrer les Klingons, s'il te plaît? Oui. Je les trouve trop cool. Ce méchant Klingon, je le trouve super cool. Et un peu plus charismatique que Colotte. Oui. J'avais loupé un truc à propos des Klingons. Là, tu parlais de Curie et que tu disais que tu reconnaissais la voix de James Doohan. Et ben, en repassant sur mes notes, je l'avais noté, c'est pas James Doohan. Est-ce que tu veux deviner qui c'est, du coup, si c'était pas lui? C'est peut-être Sulu. Et c'est ça, c'est George Takei. Oh putain, je suis trop fort. Ok. Voilà. Par contre, du coup, Kor est doublé par James Doohan. D'accord. Et pas par son... on connaît pas encore son nom. Parlé. On connaît pas encore son nom. On connaît pas. Bah, on le connaît. Mais... On connaît pas encore son nom. On le connaît. Non, on a vu 2 épisodes avec lui déjà. Là. Non, attends, de qui tu parles? De lui, là, celui qui apparaît à l'écran. C'est pas Kor, ça, pardon. C'est l'officier de communication. Oui, ok. Non, si, c'est lui, Kor. C'est pas lui, Kor? Putain, tous les Klingons se ressemblent. Bah, c'est lui, Kor. Après, comme vous disiez, ce que j'aime bien avec dans les Klingons de cet épisode, c'est t'en as un ou deux où ils ont vraiment fait l'effort de faire des bons sourcils. Il y a du caractère, en effet. Alors les deux autres derrière, ils sont presque humains. Ils sont, à un moment, je sais plus, dans l'épisode, il y a un peu un gros plan où on voit l'un des deux Klingons et en fait, au début, je me suis dit, mais il est humain? Il est Klingon? J'ai eu un doute, quoi. Ah ouais, là, pour le coup, je pense qu'ils ont totalement recyclé des visages qu'ils avaient d'une autre série ou des visages génériques de figurants, puis à la limite, ils ont collé des moustaches dessus et c'est tout, quoi. C'est possible. Oui, il me semble bien que c'est Kor, mais par contre, à ce moment-là, on ne connaît pas son nom, et moi, franchement, même si j'ai vu l'épisode de TOS, je le reconnais pas. Enfin, non, on le reconnaît pas. Quand même. Je sais plus où j'en suis. Scène numéro 4. Spock enregistre un log de Captain et fait état de la situation. Le vaisseau est perdu quelque part d'inconnu et le capitaine a disparu également. Ouh, il est pas content. Il m'a fait trop rire cette espèce de zoom énorme sur les yeux de Spock. Ça fait très, tu sais, dans la série originale, ils font ça, tu sais, de faire des plans très serrés sur les visages. Avec des lumières. Ouais. Et là, ils ont refait ça en animation, mais vu qu'il y a pas de texture, c'est juste des aplats, il n'y a pas d'ombrage, il n'y a rien, ça fait un peu bizarre, je trouve, quand même. Moi, j'aime bien, ça me fait marrer. Je m'attendais à ce qu'il lève un seul des deux sourcils, eh ben non, il a froncé les deux. C'était cool. Quelque chose sur... C'est cool d'entendre... Il me semble, peut-être que je me trompe, mais il me semble que dans TAS, c'est la première fois, où Spock fait un log. Oui. Je pense, ouais. Je pense qu'on l'aurait relevé avant si... Oui. Scène numéro 5. Au milieu d'une tablée qui ressemble à un conseil, le capitaine Klingon est téléporté. Immédiatement, il veut utiliser son arme, mais elle n'est pas accessible. Un vieux Vulcain, toujours eux, lui dit qu'il n'aura pas besoin de son arme. Kirk arrive à son tour,
Le Vulcain leur souhaite la bienvenue sur Elysia, puis demande à une Orion d'expliquer la situation. Il est choqué, le Klingon, il est vraiment pas content. Elysia est composée de 123 espèces différentes qui cohabitent depuis 1000 ans. Les représentants des espèces ont dû apprendre à vivre ensemble pour survivre, et ce faisant, toute forme de violence est totalement interdite. Kirk demande où ils se trouvent. L'Orion dit qu'ils sont dans une poche du temps. Par contre, le Vulcain, toujours eux, rappelle que l'Enterprise et le vaisseau Klingon ont fait acte de violence et doivent être punis, n'importe quoi. Enfin, c'est comme dans TNG, cet épisode que je déteste, avec Wesley Crusher qui marche sur la pelouse. Ouais. Ah oui. C'est ignoble. Ben oui, mais je la connais pas, la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Ben ouais, connard. D'après la loi, si quelqu'un fait preuve de violence, son vaisseau doit être totalement immobilisé pendant 1 siècle. Mais c'est inacceptable. On sera tous morts d'ici là, rétorque le Klingon. Eh bien, c'est aux Vulcains, toujours eux, d'expliquer que le temps passe extrêmement lentement ici. Kirk demande pourquoi personne n'est parti de cet endroit. D'après le Vulcain, toujours eux, il n'y a pas d'échappatoire. Tan, tan, tan. Alors, j'ai une question. Est-ce que le Vulcain, c'est vraiment un Vulcain? Chiant comme il est, c'est un Vulcain. Il a une coupe de cheveux de Romulien. Ouais, mais chiant comme il est, c'est un Vulcain. Ah, c'est peut-être un Romulien, ouais. Ah, flûte. Ah bah, tu l'as pas... Sur ton book. Ouais, sur ton book, ça doit être c'est parfait, écrit. non Tu iras plus vite que moi. Il y a une super image. Avec les races, les espèces notées, mais ça ne correspond pas à la véritable image finale. Mais bon. Oui, tout à fait. Mais ça nous permettra peut-être de savoir. Quoi qu'il en soit, moi j'adore cette scène. Je trouve ça trop cool, le conseil. Je me dis, si par contre... Génial. Ouais, par contre, s'il y a de nouvelles espèces qui débarquent, il n'y a plus de place. Mais c'est pas grave. Ah, eh ben, c'est Xerus. C'est écrit son nom et pas son espèce. Xerus le Vulcain. Donc on sait pas. Non, ça fait Romulanais hein, comme nom, Xerus. Après, c'est peut-être tout simplement une autre espèce, sauf qu'ils ont repris le design un peu vulcain, parce que de toute façon... La cape et tout. On sait pas trop, mais oui, il y a un petit côté Superman. En fait, ça se trouve, c'est le père de... Ouais, voilà, c'est Kal-El, c'est Jor-El. Ou c'est un mi-vulcain, mi-romulien. Ouais, voilà. Mais après, dans les aliens qui sont autour de la table, il y a toutes les espèces du quadrant alpha quasiment, donc oui, c'est un peu... Je trouve ça vraiment trop cool. Ça fait partie des... Rien que ce passage et cette idée que il y a une poche de temps quelque part où une grande partie des espèces du quadrant alpha collaborent entre elles en paix et tout. Je trouve ça génial comme idée et c'est très... vraiment, on est dans l'utopie à fond, quoi. C'est une utopie encore mieux que la Fédération parce qu'ils ne sont même pas agressés de l'extérieur, ils sont tranquilles. Et voilà. Et j'aime beaucoup cette espèce d'alien chelou qu'on n'a jamais vu avant et qu'on ne reverra jamais après. Les fans de Fury sont en furie. Chat ours avec des oreilles en forme d'aile de chauve-souris. Un chat ours hibou. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, sur le storyboard, dans le guide, son espèce a un nom, c'est les Xin. Oh. K-Z-I-N. Voilà, je trouve ça rigolo qu'ils lui ont donné un nom, mais qu'en fait, il n'est pas canon parce que personne n'a jamais prononcé dans un épisode. Et oui, mais peut-être qu'à l'époque, ils s'attendaient... ils l'ont créé, quoi, ils s'y attendaient pas. Et il y a un proto Xindi à côté. Il y a un Xindi insectoïde, ouais. Tout à fait, je voulais en parler aussi. Ouais. C'est marqué Xindi ? Il y avait... non, c'est pas marqué Xindi, non. C'était marqué Insect. Voilà. Ils se sont pas foulés sur ce coup-là. Mais par contre, c'était une inspiration pour les Xindi d'Enterprise. Et la saison 5, oui, c'est ça, la saison 5 d'Enterprise qui n'a pas eu lieu, aurait dû révéler que, justement, le personnage qu'il y a dans cet épisode était effectivement un Xindi insectoïde. Waouh! Mais du coup, ça s'est pas fait parce que la série a été annulée. Mais bon.
Ok. C'est chouette Alors, aussi de retrouver les êtres végétaux, là. J'ai mangé leur nom. oui. Ce qui est un peu surprenant quand même, parce que j'avais pas bien compris que c'était eux qui étaient partis dans l'espace. Je croyais que c'était leurs ancêtres immenses. Mais Oui. bon, ça veut rien dire, hein, c'est pas... Ça peut être genre un vaisseau scientifique avec 2-3 de leur espèce qui se sont perdus. C'est vrai, c'est Oui, vrai. Pas ça forcément peut être toute ça, l'espèce. Oui, Ouais, oui, je pense je qu'il y a n'irai pas. il y a plein de versions. Mais c'est marrant parce que en plus, pour le coup, on trouve ça, enfin, c'est cool et en même temps, bah, eux, ça leur a pas coûté grand-chose parce qu'ils avaient déjà le design, ils ont repris un dessin, ils l'ont mis là et voilà quoi. Et, Mais par si contre, tu ils se sont peux- fait chier parce qu'il y a des designs qu'on n'avait encore jamais vus dans TAS et qui seront utilisés peut-être plus tard, mais pas tous déjà. Genre, c'est assez curieux cet uniforme là, on dirait un uniforme de Starfleet avec des couleurs différentes. De démarrage de TAS, de TOS, ouais. Ouais, Au ouais, tout ouais. début, quand ils faisaient n'importe quoi avec les uniformes. Puis il y a un Gorn, voilà. Là, pour le coup, ça doit être un des Vulcain. Gorn Je me rappelle pas qu'on voit des Gorn à d'autres moments, d'ailleurs. Ouais. Mais là, pour le coup, ça doit être un Vulcain vu qu'il a les oreilles en pointe. Ouais, et il a une coupe de cheveux de Vulcain, celui-là. Ouais. Ouais. C'est très cool. Le personnage Hilary, aquatique, là, Tandorien, Gorn. je sais pas d'où ils ont sorti ça, ni si c'était comme ça. Ils ont juste fait un design un peu... Mais bon, bref, il y a... C'est vraiment sympa. Voilà, voilà. Alors attendez, j'étais en train de chercher sur Memory Alpha, mais j'ai pas l'espèce de Xerus. D'ailleurs, je n'ai même pas le mot Xerus qui apparaît sur la page, donc je suis peut-être pas sur le bon. Non, si je suis sur le bon. Bon, bref, c'est pas grave. Moi, ce qui me fait triper, si tu peux juste qu'on voit la dame qui est sur la gauche de cette image. C'est une poupée. Celle qui n'a pas de nez. Ouais, c'est une poupée, c'est pas du tout un être humain, c'est très 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 particulière. Alors c'est un personnage aquatique d'après le guide. Et du coup, Okay. son bocal sur la tête, pour le coup, c'est un truc qui soit plein d'eau, quoi. Ouais. Pour lui permettre de respirer. C'est un Xindi aquatique. Ah, voilà. Je vais revérifier. J'ai dit une bêtise. Je crois que les Xin, on les revoit. Ah. Je viens de tomber sur un... En feuilletant les pages du livre, je viens de tomber sur un storyboard où je crois qu'il y a un Xin. Bref, on en parlera quand on sera sur l'épisode. Hop, je confirme. Amphibienne. Ah, ok. D'ailleurs, sur le storyboard, il y a une petite queue de sirène derrière elle qu'ils n'ont pas repris pour le truc final. Ben oui, en fait, oui, d'accord. Oui, on retrouve les Xinti. Ouais. Bref, scène numéro 6. Sur le vaisseau, Scotty est en panique. Les cristaux de dilithium, c'est toujours les cristaux de dilithium, se détériorent rapidement. Dans 4 jours, plus d'énergie. Kirk demande à Spock une solution. Spock n'en a pas. Alors Kirk lui met un coup de pression façon mon ancienne patronne. Écoute-moi bien, petit Vulcain de mes deux. Tu vas te mettre à bosser 24 heures sur 24 jusqu'à ce que tu trouves une solution, bon sang de bois. Sur le vaisseau Klingon, c'est plus ou moins la même chose. Vous avez vu cette engueulée que se prend l'équipage, parce que c'est pas que Spock. Kirk, qu'est-ce que c'est? Ils sont aussi stressés que toi, ils ont tout autant envie que toi de partir, t'as pas besoin de leur hurler dessus comme ça. Ça m'a pas marqué, je l'ai pas ressenti comme toi, je pense. Je sais plus du tout, je saurais pas te dire ce qu'il dit, ni le ton. Non, vraiment, ça m'a pas marqué, j'avoue. Ouais, pareil. Non, Marguerite, pareil. Bon, vous êtes peut-être trop docile. Bref, numéro 7. Au sein du conseil, une membre voit à distance ce qu'il se passe sur les vaisseaux. Le Vulcain, toujours eux, rappelle que c'est impossible de s'enfuir. Mais Lorion lui rappelle que tout le monde doit essayer avant d'accepter son sort. Elle est vachement plus sage que lui. Alors, pour le coup, quand j'ai revu le truc, je me souvenais plus très bien et j'avais peur que, tu sais, que je me disais qu'ils allaient essayer de les en empêcher, genre pour les protéger. Et en fait, pas du tout.
Genre il n'y a pas de. En fait, j'aime bien parce que on est tellement habitué à ce qu'il y ait des. Quand je crois qu'il y a une utopie, il y a toujours un piège quelque part. Que là, bah, finalement, il n'y a pas de piège et j'aime beaucoup. En fait, parce que ça nous donne l'impression qu'il va y avoir un truc qui va pas et en fait, bah, si, ils sont très cool, les Élysiens. Il n'y a pas de problème, quoi. Et ça fait plaisir. Ouais, c'est surtout que ça revient un petit peu plus tard. La question se pose. Est-ce qu'on va les en empêcher ou pas? Mais on n'y est pas encore. Scène numéro 8. Sur l'Enterprise, Spock fait son rapport. C'est impossible de s'enfuir. Pourtant, les Klingons tentent un truc. Mais Spock n'est pas dupe. Ça ne fonctionnera pas. En effet, nous voyons les Klingons s'enfoncer dans l'espace à toute vitesse et tenter une vrille, mais ils sont renvoyés en arrière. Par contre, ça a donné à Spock une idée. Et encore tous les vaisseaux chouettes. Elle est vraiment petite, la poche, pour qu'ils soient tous aussi proches les uns que les autres. Oui. Ils n'ont pas grand-chose à faire, les pauvres. Peut-être qu'un jour, elle va déborder. Mais n'empêche que... Oui, c'est vrai, à force de recevoir des vaisseaux. Enfin, ça doit être angoissant. Enfin, genre, ils doivent choper des peurs de l'espace ou des trucs comme ça parce qu'ils sont enfermés dans leur vaisseau non-stop. Pas très sain, leur histoire. Quelque chose à dire sur la tentative d'évasion des Klingons? Bah, c'est rigolo parce que je trouve que ça fait très Klingon de TOS un peu. On en a rien à faire, on fonce. On fonce dans le tas, voilà. C'est un peu ça, quoi. C'est la science à coup de burin, tu sais. Alors on y va. Je te dis que 4 plus 4, ça fait 9. Ça n'a aucune chance de marcher, mais c'est pas grave, on va le faire quand même parce qu'on a des Klingons, voilà. Scène numéro 9. Spock expose une formule mathématique extrême sur l'écran de réunion. Sulu dit qu'il va falloir manier l'Enterprise et le vaisseau Klingon pour réussir. Ça va être compliqué. Scotty n'est pas content de devoir collaborer avec les Klingons, mais il accepte. Vous avez vu cette formule de maths de fou? Ouais. Moi, ça me fait beaucoup rire parce que ils ont pris des symboles au pif et ils ont mis des chiffres au milieu. Qu'est-ce que t'en sais? Et c'est exactement ce qui... Enfin, j'ai déjà vu des formules mathématiques, je suis incapable de les lire pour la plupart, mais je sais à quoi ressemble une formule mathématique. Est-ce que tu es capable de lire celle-là? Bah non. Voilà. Ben voilà, non mais c'est ça qui est drôle en fait. C'est normal. C'est ça qui est drôle, c'est qu'ils ont... Enfin, ils ont inventé des symboles mathématiques qui n'existent pas. Ça s'appelle de la... c'est des constantes qu'on ne connaît pas, on va faire avec, voilà. C'est de la véritable science-fiction. J'aurais bien aimé voir un petit X quelque part pour montrer qu'il y a une inconnue. Mais X, c'est l'inconnu. Mais bon, non, franchement, c'est rigolo. Voilà. C'est marrant qu'ils soient amusés à faire une fausse formule mathématique. Je trouve ça drôle. Bah, en fait, je trouve ça réaliste aussi parce qu'il ne faut pas oublier que la fédération est quand même regroupe énormément d'espèces différentes. Donc après tout, on peut tout à fait mélanger des maths terriennes avec des maths vulcaines ou je ne sais trop quoi, qui eux aussi ont leur forme d'écriture. Il n'y a pas une théorie comme quoi les mathématiques c'est un langage universel ou je sais pas quoi? C'est vrai. Bah, du coup, ça fait une tour mais de Babel. après, tu peux le symboliser différemment. Les symboles mathématiques, eux, par contre, ça reste des symboles. Ouais. Donc, par exemple, notre plus, c'est terrien. Les Vulcains, même s'ils font des additions, ils vont pas forcément mettre un plus. Oui, tout à fait. Donc, mais apparemment, je dis bravo aux Arabes parce que les chiffres arabes sont utilisés dans toute la galaxie. Ouais, c'est vrai. Et voilà, le grand remplacement. Dans la scène numéro 10, nous avons le Conseil. L'Orion et le Vulcain se demandent s'il ne faut pas arrêter les humains et Klingons, car ils risquent de mourir. Mais c'est leur choix, alors on les laisse faire. On a une attaque de tribus et de Glomer. Allez, gros, moi aussi je m'y mets. Donc c'est la fameuse scène. Est-ce qu'on les arrête? Est-ce qu'on les sauve d'eux-mêmes? Ou est-ce qu'on les laisse faire au risque qu'ils meurent? Comme tout bon parent, il vaut mieux laisser faire. Si on peut empêcher qu'ils meurent, c'est bien quand même. C'était cool.
Donc c'est ce qui confirme ce que tu disais, Thierry. Oui, c'est très cool. Je me suis un peu perdu dans les captures. Cette scène-là, c'est celle que j'arrive tout de suite. Je la laisse. Scène numéro 11. Sur le vaisseau Klingon, Kirk a exposé son plan. Il indique que tout le monde se mettra au travail dès son retour sur son vaisseau. Kor, le chef Klingon, est d'accord. La scène est tellement incroyable que Spock se lève, pose ses mains sur les deux Klingons et les félicite chaleureusement pour leurs efforts de collaboration. What? Mais de toute façon, à peine le Kirk parti, les deux Klingons complotent à sa destruction dès que la barrière temporelle sera passée. J'ai trouvé cette scène surprenante, mais très cool pour ce qui vient après quand Kor et son second discutent. Oui. Et moi j'aime bien parce que c'est la deuxième fois dans Star Trek. Même si du coup il y a un piège, mais quand même c'est la deuxième fois dans Star Trek que l'équipage de Kirk et les Klingons collaborent. Ah. Ok. Puisque à la fin de Day of the Dove, ils avaient collaboré pour se débarrasser de l'entité. Voilà. Et en plus c'est pas le même capitaine Klingon, donc c'est un autre, puisque Kor lui c'était le capitaine dans Errand of Mercy. Donc la première apparition des Klingons dans Star Trek. Oui, du coup, Kor. Alors, oui. Et donc, je voulais dire, oui, il était joué donc, dans TOS par John Colicos. Il sera joué dans 2 épisodes de Deep Space Nine, toujours par John Colicos. Donc, les épisodes, c'est Blood Oath et The Sword of Kales. Quand je fais ça, c'est des rides. Hein. Je voulais dire qu'il était très vieux. C'était pas. Je te regardais pas, je regardais mes notes. Non, j'ai fait un geste et ça pourrait être très très mal interprété, oui. Du coup, là, pour le coup, c'est pas son acteur qui le joue, c'est James Doohan. Ouais. Voilà. Mais c'est cool de voir que c'est un des rares personnages qui aura joué dans plusieurs séries, qui apparaîtra dans plusieurs séries de Star Trek. Tous les capitaines Klingons de TOS, ils apparaissent dans Blood Oath, dans Deep Space Nine. C'est un peu l'épisode caméo Klingon, voilà. C'est surtout un épisode très cool où Jadzia botte des culs à coups de bâtelette. Voilà. Jadzia... non, c'est comment il s'appelait? Merde. Curzon. Curzon, my old friend. It's Jadzia now. Jadzia, my old friend. Trop bien. C'est très drôle. Du coup... ce qui m'a fait marrer, moi, c'est donc quand tout le monde part, le Kor et son second discutent, et le second dit, je me demande si c'est pas le fait qu'on soit dans cette bulle temporelle qui fait que... Non, c'est Kor qui dit ça. Kor dit, je me demande si c'est pas le fait qu'on soit dans cette bulle temporelle qui fait que le Spock a été chaleureux comme ça, il doit être perturbé. Et le second lui dit, mais vous aussi, vous devez être perturbé parce que... Pourquoi est-ce que vous acceptez ça? Et donc, c'est là qu'il révèle son plan. Et du coup, moi, j'ai commencé à me dire, ah bon, mais je me souvenais pas que Spock était perturbé et tout. Et ça pourrait être logique. Parce que bon, voilà, dans cette nouvelle vie, pourquoi est-ce que les gens se sont pas entretués et pourquoi est-ce que... Parce que t'as toujours une personne qui pète un plomb. Parce que je réfléchis en tant qu'humain. Voilà. Mais, humain du 21e siècle. Mais peut-être que c'était la zone qui calmait les gens. En fait, moi, j'ai pas trop compris parce que c'est la scène juste après, je crois, ou avant, je sais plus. Il y a McCoy qui dit à Kirk, qui dit ouais, Spock, il est bizarre. Oui, celle juste après. Et en fait, moi, j'ai pas accroché en fait à cette idée. D'ailleurs, c'est une idée qui nous sortent comme ça un peu du chapeau et ils reviennent pas dessus après. Eh bien, parce qu'en fait, non. Parce que Spock fait semblant, mais on l'apprendra. Il fait semblant, Spock? Eh oui, il n'est pas du tout. Il joue. Mais bon, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Scène numéro 12. Tu en parlais, Marguerite. Sur la passerelle, Gabler, qui revient de l'épisode précédent ou d'avant, je sais plus. Si, précédent avec le gros tournevis sonique, ramène 2 Klingons qu'il a trouvés en train de farfouiller dans les cristaux de dilithium, parce que c'est toujours les cristaux de dilithium. Normal. Mais Spock se veut relax et assure qu'ils se sont trompés d'endroit. Il se propose de les ramener
à bon port, pardon, la miniature me fait marrer. Prof est pas mal inquiet du comportement de Spock. Même sous le coup de stress, il ne se comporte pas ainsi. Kirk décide de lui parler. Elle est trop classe, cette image. Bref, c'est... Non, moi, j'aime beaucoup les passages où Spock a de la tendresse pour des Klingons. Je suis surpris que celle-ci soit pas utilisée comme même, tu vois, cette image-là. Il y a plein de trucs à faire. Bon. Allez, je me mets dans ma cabine. Let's smoke some space weed. Scène numéro 13. Sauf si vous vouliez dire quelque chose sur cette... Non. Scène numéro 13. Dans la salle de réunion, Kirk demande à Spock s'il va bien. Spock explique que durant la réunion sur le vaisseau de Kor, il se doutait de quelque chose. C'est pourquoi il les a touchés et a lu, entre guillemets, leurs pensées. Qu'est-ce qu'il est malin, ce Spock ? Sabotage, nous dira Kirk. Il poste alors des gardes H24 partout sur le vaisseau. J'aime beaucoup Kirk qui dit sabotage. C'est très, ça fait lancer une panique morale aux USA. Bref. J'ai pas la ref. Quand William Shatner dit pour la première fois sabotage en tant que Kirk dans TOS, Desilu a reçu des courriers et comprenait pas pourquoi Kirk parlerait comme ça. Il dit sabotage au lieu de sabotage, comme disent tous les Américains, parce que William Shatner est canadien. Et c'est un des... Bref, canadien anglophone quand même, mais bon. Du coup, oui, on apprend une nouvelle capacité de Spock qui est similaire à la fusion mentale, mais qui n'est pas la fusion mentale, qui est le Vulcan Touch. Ils disent, je crois pas qu'il le dit dans l'épisode, mais dans le guide officiel, il parle de Vulcan Touch. Donc simplement, en touchant des gens, il peut percevoir des choses. Alors rien d'aussi fusionnel que la fusion mentale, mais il peut percevoir quelques émotions, quelques pensées comme ça, voilà, de manière précise. Et du coup, ça explique pourquoi il aimait bien tripoter des Klingons pendant les réunions d'avant. Et voilà. Ça me fait penser, j'ai revu récemment l'épisode de TOS Échec et diplomatie, je crois, le titre. Bon, bref. Où justement Spock, à travers un mur, quand même, il arrive c'est trop à faire un espèce de lavage mental du garde qui est de l'autre côté de la porte. Et en plus, après, pendant le reste de l'épisode, on voit donc il y a au moins 2 gardes qui les accompagnent et en gros, voilà, il a réussi à faire le lavage de cerveau de au moins 2 personnes. Ça sort tellement de nulle part ce truc dans cet épisode. J'ai dit bon, ok. En fait, à chaque fois. C'est cool que tu le mentionnes parce que du coup, à côté de ça, finalement, le Vulcan Touch, c'est pas. Paraît plutôt logique. Moi, j'ai pas été surpris par la Vulcan Touch là à ce moment-là. A Touch of Armageddon pour ceux qui regardent celles et ceux qui regardent la série originale en anglais. Taste of Armageddon, non ? Ouais. Oui, qu'est-ce que j'ai dit ? T'as dit A Touch of Armageddon, mais normal on parlait de Vulcan Touch, ça ta langue a fourché. Voilà. A Taste of Touching Spock. Bref. Scène numéro 14. Sur le vaisseau Klingon, on a la confirmation. Le numéro 2 de Kor a placé une capsule quelque part qui enclenchera la destruction du vaisseau 3 minutes après le passage de la barrière temporelle. Je me suis trompé, ça n'avait pas encore été déposé. Et ce n'est pas le numéro 2 qui va le déposer, c'est cette Klingonne que l'on voit à l'écran, qui n'a pas de nom, je crois. Mais c'est pas la femme. Mais c'est la femme Klingon. C'est la Klingon. Non, parce que y a... Alors, là, oui, c'est elle. Ce sera la femme du... Oui. C'est la scène suivante ? Ouais. Je crois que c'est la deuxième Klingon qu'on voit dans Star Trek. La première étant dans Day of the Dove. Ok. J'ai rien de plus à dire là-dessus. C'est numéro 15. 2 sur l'Enterprise. Oui, je ne sais toujours pas prendre de notes. Petite fête. L'Orion vient de performer une danse que nous ne verrons pas. Faut pas faire péter la machine à animer.
Après la danse, elle fait part à Kirk de son désir de revoir Orion. Mais c'est qu'il n'est pas possible de quitter ce lieu. Mais alors que les deux discutent tranquillement, un Klingon hurle sur Prof qui est en train de draguer sa nana. « Hé, connard, tire tes sales paluches de là ou je vais me fâcher !» Vous avez la ref. Prof se défend. Il n'a fait qu'inviter la Klingonne, mais c'est déjà trop pour l'autre. Il le repousse, sort son disrupteur et fait feu. Le Vulcain, toujours eux, est pas content et convoque les protagonistes au conseil car ils ont fait preuve de violence. Pendant ce temps, la Klingonne pose la capsule quelque part dans le vaisseau. Alors, juste, je remets cette capture parce que j'aime beaucoup le Gorn avec son pouce dans la ceinture et son gobelet à la main. C'est le cow-boy de l'espace. C'est une posture qui est tellement, je sais pas, je trouve ça une posture qui est tellement humaine et voir un Gorn comme ça m'éclate. Voilà. C'est vrai. Oui, très cool. J'avais pas fait gaffe. C'est tout. Donc voilà. Wow, spoiler alert. Attention. Wow. Alors, avec l'histoire de Prof, là, enfin, de Bones, oui. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve ça tellement capillotracté. Je veux dire, bon, il peut être gentil, mais c'est pas un dragueur invétéré. Enfin, je le vois, surtout avec une Klingonne. Bon, je veux bien croire qu'il veut être gentil avec tout le monde, mais de là à offrir. Le prof est pas mal raciste. Non, mais je pense qu'il l'a vraiment juste invité à danser et c'était le prétexte. Je pense que la mission des deux, de la Klingonne et du numéro 2, c'était de on va là-bas et on déclenche une bagarre pour faire diversion. C'est ça, je suis d'accord. Je pense qu'elle attendait juste que une personne lui parle et l'autre déboulait. Enfin, je suppose. Parce que non, je ne vois pas non plus Prof insister. Ils avaient besoin d'une diversion pour qu'on remarque pas qu'elle s'était éclipsée, quoi. Moi, je vois ça comme ça, ouais. Et alors, tu l'as pas redit, j'ai pas fait assez attention. Le Klingon, il tire et il me semble que c'est neutralisé, non ? Ouais. Oui. Ouais, je crois que le tir s'arrête à mi-chemin ou un truc comme ça. Contrairement à ce que je fais croire dans le générique de cette émission. Ok. Scène numéro 16. Tac. Auprès du conseil, le Vulcain, toujours eux, condamne le vaisseau Klingon à 1 siècle d'immobilisation. Est-ce que ça fait 2 siècles d'immobilisation du coup ? Est-ce que la première punition a été levée ? Ça n'a pas été formulé. Non, mais je crois qu'ils disent justement qu'ils vont pas les punir parce qu'ils n'étaient pas au courant de la loi et tout ça, non ? Sérieux ? Ou j'ai rêvé, ou je sais pas. Ah, je l'ai raté ça, parce que fallait pas me laisser m'énerver. Je sais pas pourquoi, moi. Kirk demande à ce que le vaisseau puisse tout de même faire l'essai pour s'enfuir. Kirk argue que certes, Elysia est une très belle utopie, mais ce n'est pas leur maison. Et même si leur maison a des défauts, ils préfèrent être là-bas. Le Vulcain, toujours eux, accepte. C'est mignon. Il prend pas vraiment la défense. Leur loi, c'est pas comme dans l'épisode que tu mentionnais avec Wesley Crusher qui marche en des fleurs. Leur loi s'adapte au contexte. Ce qui est d'ailleurs... Et c'est marrant parce que contexte is for the kings. En parle dans son bouquin, justement, qu'une loi, ça s'interprète. C'est pas un truc qui est figé. Et que justement, l'épisode de TOS en question, je m'en rappelle plus de TNG en question, je m'en rappelle plus le nom, il est là pour illustrer pourquoi on a besoin que les lois puissent être interprétées par le juge, etc. Et là, ils font exactement ça, c'est-à-dire que ils disent, ok, de toute façon, s'ils s'en vont, ils seront plus concernés par nos lois. Ils le disent pas, mais c'est logique et ça, je trouve que ça marche bien. Et au final, finalement, quelque part, ils n'ont pas de fonction dans l'histoire, le conseil. Il ne crée pas de péripéties, en fait.
Ils sont là pour être là, parce qu'on trouve cool de montrer ce genre de conseils et ce genre de société. Mais c'est tout. Ils n'ont pas de mécanique dans le récit. Enfin, tu me diras si je me trompe, Marguerite, toi qui es plus experte que moi dans ce domaine. Et j'aime bien cette idée-là, qui est un truc qui soit pas juste là pour la fonction, qui soit même justement qui ne le soit pas du tout, mais qui soit vraiment là parce qu'on a envie de le montrer. Oui, ils sont là pour montrer qu'il y a une organisation sociale, il y a une hiérarchie, il y a une organisation qui s'est faite dans cette poche d'espace avec des lois. Voilà, puis le côté utopique, je pense que c'est pour montrer ça en fait. C'est pas un espace de cow-boy où ils tirent dessus dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, comme on le voit dans un épisode de Voyager que j'ai revu récemment. Donc voilà, il y a un fonctionnement social, ouais, tout à fait. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en même temps, quand on commence l'épisode, vraiment, c'est montrer le conseil. Attention, pas le droit à l'erreur. Si vous faites une gaffe, on vous punit. Et finalement, oh bah non. Finalement, on n'a pas envie de punir. On est gentil. Mais bon, mais c'est bien. Ce qui me plaît avec cet épisode, c'est justement, je pense que ça joue avec nos attentes. Et ça nous piège avec nos attentes, justement. Déjà, première chose, on voit un Vulcain, on se dit « Ah, mince !» Qu'est-ce que c'est quand les Vulcains ce soir là? Oui, ils sont super chiants, les Vulcains, quoi. Si tu veux un bon antagoniste, comme ça. tu mets pas un bon, justement, si tu veux un antagoniste que immédiatement le spectateur, spectatrice se dise « Ça, c'est un antagoniste », tu mets un Vulcain. Tu sais de suite qu'il va poser des problèmes, quoi. Disons que les Vulcains, c'est un peu les coincés des fesses du Quadro Alpha, quoi. Hein. C'est pas les joyeux drills. Allez, dernière scène, la scène numéro 17. Pardon. Les deux vaisseaux sont prêts et font départ. Mais la membre du conseil qui voit des choses à distance s'affole et annonce extrêmement lentement qu'il y a une bombe à bord de l'Enterprise. Alors, le Vulcain, toujours eux, appelle le vaisseau et transmet l'info. Spock et Scotty courent récupérer le dispositif et « Oh, trop cool !» Spock le balance par une des fameuses rampes d'éjection. Je suis trop content, j'adore ce truc. Ça me fait triper. C'est quoi, c'est la deuxième fois qu'on la voit dans Star Trek ça doit être les deux seules fois. Ouais. C'est cool qu'il l'ait remis, ça veut dire que c'était genre, ils se sont souvenus que, ah oui, c'est vrai, on avait utilisé ça, on va le refaire. Et on la reverra dans... Thierry, tu as la réponse? Dans Enterprise? Non. Non, ah non. Dans le jeu Deep Space Nine que tu nous as fait jouer, dont j'ai... Ah oui, c'est vrai, oui, il y en a sur Deep Space Nine, oui. Oui. Comment il s'appelle? Voilà. Immédiatement. Rétrolodeck, c'est bien. La pub. Rétrolodeck. Immédiatement après... Pardon. Immédiatement après, les deux vaisseaux traversent la barrière et... Même si on voit une explosion, l'Enterprise est toujours là. Uhura dit qu'elle a intercepté une communication de corps qui s'attribue tout le crédit pour son évasion. Mais Kirk s'en moque, tout ce qui compte, c'est de s'en être sorti. C'était pas mal. Moi, j'aime beaucoup cet épisode. Bah alors pourquoi au début tu m'as fait sous-entendre que non? Non, je répondais à Marguerite en disant on en parlera plus tard parce que du coup on a fait le détail de l'épisode et puis je pense que j'étais assez clair sur ce qui m'a plu dedans, donc voilà. Mais du coup je suis intéressé parce que finalement Marguerite t'as pas émis tant de critiques que ça. Bah je sais pas, j'ai pas accroché plus que ça en fait. J'ai eu du mal d'ailleurs à vraiment regarder l'épisode en entier, ça m'a saoulé. Ah ouais? Et je saurais pas dire pourquoi. Bon, de toute façon, j'ai un petit peu du mal déjà avec le dessin animé, hein, ça c'est clair. Mais après, je pense que c'est une histoire de montage aussi. Bah là, on le voit par exemple sur cette scène finale. Le montage est quand même assez mal foutu parce que on voit les vaisseaux. Enfin, d'abord, il y a la bombe qui est éjectée. Ok. Après, les vaisseaux passent dans l'autre espace. Donc, au passage, normalement, on devrait même pas voir l'explosion puisqu'elle a dû avoir lieu avant ou dans le passage, mais pas après. Bon, bref. Donc déjà, il y a un truc un peu chelou. Et
Et là, il y a une espèce de montage. On voit la passerelle des Klingons, on voit l'Enterprise. Après, on voit l'explosion qui a l'air un peu d'être sur l'Enterprise. Et après, on voit l'Enterprise tout court, qui a rien. C'est pour l'effet de... Ouais. Donc, voilà, je trouve qu'au niveau du montage, c'était un peu... Puis il n'y a pas que cette scène, hein, c'est un peu mal foutu quand même par moment. Et dans le coup, ça nuit à la compréhension, en fait. Ok. Voilà. Moi, ça m'a fait du bien parce que ça fait plusieurs épisodes que je trouve soit pas intéressant, soit carrément nul comme le précédent ou celui d'avant. La Passion de Mud, moi, j'ai pas, voilà, pas ouf. Il était une fois une planète, je l'ai détesté. Pas détesté, mais je l'ai trouvé nul. Et du coup, là, moi, j'étais tout content. Hein. C'était cool. Mais bon. Par contre, j'ai une question. À votre avis, est-ce que cet épisode ne fait pas de l'Enterprise et du vaisseau Klingon un peu le serpent dans le jardin d'Éden? Parce qu'ils ont montré qu'ils pouvaient sortir. Ouais, mais alors c'est une zone de l'espace qui détériore les cristaux de dilithium et visiblement. Donc ils peuvent plus sortir. Ils sont quand même coincés parce qu'ils ont plus de cristaux de dilithium fonctionnels eux. Donc que va-t-il se passer maintenant? Alors l'Enterprise va faire des calculs, les transmettre à Starfleet. Starfleet va envoyer un vaisseau sur place en sachant qu'il pourra ressortir, leur dire bon, on sait sortir. Si vous voulez sortir, contactez-nous. Vous avez 4 jours avant que nos cristaux de dilithium. Ça aurait été génial qu'on ait un épisode de Lower Decks là-dessus. Ouais. Enfin, il y a plusieurs choses qui me paraissent un peu improbables. Déjà, ils savent pas communiquer avec les Élysiens. Ils ne peuvent pas communiquer entre la poche et l'espace normal. Ah non, mais ils rentrent dedans. Ah oui, d'accord. Il faut que ça soit la bonne fenêtre d'ouverture, évidemment. Mais après, ils ont dit aussi qu'il fallait 2 vaisseaux. Hein. Il fallait le Klingon plus l'humain. Donc, il fallait au moins 2 vaisseaux pour avoir suffisamment de puissance pour pouvoir sortir du trou, enfin de la poche. Et je sais plus, je suis perdue. Oui, le message était... C'était quoi qu'on disait? Ah oui, et puis il y a aussi le principe des cristaux de dilithium. Le principe, c'est que... Essaye de se concentrer, s'il te plaît. Ouf. Je suis désolé. Alors, le principe des cristaux de dilithium, ça marche avec une technologie de la Fédération. Donc, après, les autres vaisseaux, les autres types de technologies ne vont pas forcément marcher au dilithium. Par contre, il y a le principe, en effet, de l'énergie, il y en a de moins en moins. Bon, ça, en effet, logiquement, leurs vaisseaux, ils n'ont plus de moyens d'énergie pour ressortir. Mais ils n'ont pas de dilithium, ils ont d'autres... Ils ont des moteurs sporiques. Je sais pas. Mais bon, knowledge is power. Je sais pas. Non, mais je sais pas. Je pense qu'il veut enfin, je vois bien Starfleet, du moins, chercher une solution pour proposer une solution. Parce que tu vois, l'Orion, au bout d'un moment, si ça fait 200, 300 ans qu'elle est là et qu'elle éprouve toujours l'envie de retourner dans son pays, sur sa planète, je pense que d'autres espèces également, et que, enfin, voilà, je suppose. Ok. Bah, c'est sûr que Starfleet est du genre à tendre la main, donc de toute façon, oui. Ouais. Après, il y a plusieurs trucs dans l'épisode qu'on n'a pas dit, enfin des petits détails. Déjà, l'Élysée. Comment ils disent Elysium, je sais pas. Elysia en anglais. Elysia, bon bref, voilà. On sent que au niveau de l'inspiration des noms, ils se sont pas foulés dans cet épisode. Donc voilà, c'est l'Élysée, donc le de paradis. La parabole. Voilà, c'est une vision paradisiaque du vivre ensemble et du bien-être. Même si on est loin de chez nous. Mais bon, voilà. Et puis après, l'autre petit détail, c'était les voix. J'ai eu du mal à accrocher aussi à cause des voix. Les voix des différents membres du conseil.
Alors, t'as le sage, là, le Vulcain, on sait pas trop. Encore Il a une voix de vieillard. Et puis tu as l'autre, bah, tu l'as dit à un moment, qui elle parle très posément. Et pas juste posément, c'est une voix assez enfantine. Alors j'ai écouté, j'ai comparé VO-VF. Et c'est à peu près pareil, non? C'est pareil. Ouais, c'est marrant parce que VO et en VF, il y a cet effet. Mais j'ai l'impression, tu vois, je sais pas si tu te souviens de l'épisode Yesteryear de TS, le gardien temporel, oui, bah oui. Je sais plus comment il s'appelle. Bah, la VO et la VF, c'était pareil. Les voyageurs sont de retour. Et c'était en fait la VF est très proche de la VO du coup. En termes de voix. Ouais, c'est marrant. C'est vrai. C'est surprenant. C'est cool. Alors que la série originale était pas du tout proche de. Bon, bref. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Parce que bon, on va pas. Si Thierry ne revient pas, c'est pas grave. Ah, bah, il suffit que je le dise pour qu'il soit là. Salut Thierry. Bah écoute, on avait conclu. Moi, j'ai plus rien à ajouter. Marguerite, je pense pas. Tu as d'autres choses à dire? Il y avait juste. Comment? Il y avait juste le truc on sait pas. Il faudrait chercher la différence entre VO et VF là pour le 360 degrés. Ça m'intrigue. On répondra dans le prochain épisode. Allez, et toi, Thierry, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur ce très chouette, merveilleux épisode? Non, c'est à peu près mon avis sur l'épisode. Voilà. C'est un bail. Ok. Bon, ben merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve dans 15 jours pour Djihad. Je crois que c'est Djihad. Pour de vrai, cette fois. Non Non, je crois que c'est The Hamburger Element. Hamburger quoi? En plus, je l'ai prononcé ça n'importe comment. Ça va, c'est correct. Ah mais non, mais je l'ai la réponse là. The Hamburger Element. Bon, on espère qu'il y aura Sean pour nous corriger sur la formulation. À bientôt Marguerite, salut. Salut. Et à bientôt Thierry, salut. À bientôt. Complot.